Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'écran, nous allons parler d'un sujet que certains pourraient croire être un sujet du futur, le digital. On va essayer ensemble de faire un point sur ce monde dématérialisé, parfois abstrait, grâce à mes invités que je vous propose de découvrir dans l'écran. Bonjour, Christian Herreria. Après une quarantaine d'années passées dans l'industrie du béton, je suis aujourd'hui président de Protea Conseil. Et à ce titre, je travaille pour la FIB, la Fédération de l'industrie du béton. Et également, je suis chef de projet de 2 projets du PTNB. Bonjour, Christophe Delot, je suis le fondateur de la société Houck. Houck est une société d'ingénierie et de conseil en mécanique. Notre spécialité est la conception de structures métalliques provisoires ou définitives. Donc ça peut être de l'échafaudage, de l'étaiement ou toutes les structures que vous pouvez retrouver sur les chantiers. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau pour partager vos expériences avec le monde du digital dont on va parler vraiment pendant une vingtaine de minutes. Enfin, on va essayer d'être concis. Et pour nous aider, eh bien, à nos côtés, Julien Galinier, qui est notre expert sur BTP TV. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, le digital, est-ce que déjà on pourrait redonner une petite définition de ce terme un peu large quand même? Alors, digital, c'est un des doigts, au latin. Donc, c'est tout ce qui est tactile, tout ce qui va être la transformation numérique. Alors, ça a évolué le mot digital, maintenant on parle plus de numérique. Et nous, pour le BTP, on va s'intéresser surtout à la transformation digitale. Donc, faire passer sa société dans cette façon de travailler numériquement, en collaboration et en toute sécurité aussi. Alors là, c'est une définition très terre à terre. Est-ce que peut-être nos invités ont une autre définition du digital à nous donner, Monsieur Delot? Alors le digital, effectivement, moi je le vois comme du numérique. Où effectivement on est passé d'un moment où on faisait tout sur la planche à dessin et donc on lisait les plans sur les chantiers sur du papier, à un monde futur où on fait tout sur écran, on fait plus de papier et dans l'idéal, dans le futur, on verra tout sur écran également sur le chantier. Dans le futur. Dans le futur. On en parlera, on reviendra sur ce terme. Quelle est votre définition du digital? J'aime bien le doigt, hein. Parce qu'effectivement, quand on accède à la tablette et qu'on pourra acquérir ou voir de l'information, certes, il a fallu qu'on la crée, qu'on la stocke, qu'on la partage, qu'on la collabore, mais à la fin, elle est visible, elle est accessible. Et donc, on va garder effectivement, je n'aurais pas pensé au doigt, mais on va garder ça. Effectivement, toutes ces informations, tout ce numérique, on la rend accessible. Ouais. Alors, il y a quelques temps, on parlait de cette transformation digitale pour le monde du BTP. Quel est le bilan aujourd'hui? Il y a encore un an, on disait que ça y est, ça bouleversait cette filière. On en est où aujourd'hui? Aujourd'hui, on se rappelle qu'on parlait de la transformation numérique, la transition numérique. Donc le numérique, c'était plus large. Et on a rapidement parlé du BIM. Mais le BIM n'est qu'un aspect de ce monde du numérique. Oui. Certes, on va collaborer, un ensemble d'acteurs va collaborer autour d'une maquette, et on pourrait dire ça, mais c'est plus large que ça, quoi, hein. Alors où on en est, après 4 ans aujourd'hui de plan numérique du PTNB, cette transition va terminer et il y a une succession au PTNB, un plan BIM 2022 qui va être annoncé ou qui commence à être annoncé, mais pas encore officiellement, et qui va succéder au PTNB avec une organisation portée par l'État et une organisation avec les organisations professionnelles, un animateur des différentes actions qui sera ADN Construction et puis un ensemble d'acteurs qui va travailler là-dessus. Et qu'est-ce qui va changer justement entre le PTNB et Objectif 2022. Mais tout d'abord, le plan souligne l'apport important du PTNB, parce qu'il a fallu amener les acteurs à travailler en numérique, donc c'est pas si simple que ça, hein, c'est bâtiment. Et certes, on travaillait sur des ordinateurs et sur AutoCAD et autres, mais on ne parlait pas en numérique, hein, on faisait du papier. Donc d'abord, félicitations au PTNB pour ces 3 ans, presque 4 ans aujourd'hui. Ce qui va succéder, c'est de travailler de façon plus concise sur 2 axes pour pouvoir permettre de pouvoir accélérer le passage au numérique du bâtiment. Oui. Et donc 2 axes et puis 8 actions qui vont être développées
Une qui va être la plateforme croquis, la plateforme du bâtiment qui sera commune à tout le bâtiment. Et puis cette autre action, on ne va pas détailler, mais globalement, c'est un plan structuré, une feuille de route qu'il s'agit maintenant de mettre en place et de développer à partir du 1er janvier 2019 pour 3 ans, jusqu'au 31 décembre 2022. D'accord, donc voilà. Est-ce qu'il y aura assez pour ces 7 actions, 8 actions Il y a beaucoup d'actions. Et une grande partie, pour votre question, c'est indirect, c'est qu'il y a des actions qui sont liées à diffuser l'information plus près des acteurs, non pas rester sur Paris et les majors ou les groupes de travail, mais au plus près des acteurs, plus près des régions, parce qu'on a besoin de tirer toute la profession. Et dans le bâtiment, on a certes des groupes, mais on a beaucoup de petits et moyens. Il faut tirer tout le numérique. Bon, on commence peut-être un peu ici, d'ailleurs, cette action. Peut-être c'est une première action ici sur ce plateau. Je sais pas, vous n'avez pas encore eu l'annonce, je pense, mais il serait intéressant d'ailleurs que vous puissiez développer ou relayer cette annonce. Bon, déjà, on parle du digital, c'est déjà une bonne chose. Pour vous, le bilan, justement, de cette transformation? Alors, dans le BTP, nous, on est un bureau d'études, donc on est un peu dans les back-office, mais on intervient aussi beaucoup sur les chantiers. Je serais, pardon Christian, mais je serais un petit peu plus mitigé parce que on voit tout cet engouement pour le numérique dans le BTP, mais finalement sur les chantiers en tant que tels, il y a encore du travail à mener. Surtout pour les petites entreprises qui ne sont pas forcément équipées, pas prêts encore à s'équiper pour travailler vraiment numériquement. Alors, je vais vous proposer de regarder une vidéo réalisée pour Bouygues Construction. Est-ce que c'est futuriste? Est-ce que c'est d'actualité? On va regarder ça. Bienvenue sur votre chantier à l'ère du numérique. Pour une meilleure transmission de l'information, pour une meilleure visualisation, pour une meilleure organisation, vos méthodes de travail ont évolué. Vous travaillez maintenant avec la maquette numérique liée à votre référentiel. Désormais, l'organisation de votre chantier est plus simple, plus claire, plus évidente. Chaque jour, vous visualisez avec votre équipe en temps réel les évolutions de votre site. Tout est ici matérialisé, les accès, la circulation, les zones de stockage. La maquette numérique vous permet également de faire au quotidien le point sur la sécurité. Désormais, la maquette numérique vous accompagne dans vos modes opératoires. Toutes les tâches à réaliser dans la journée sont clairement indiquées. Le cycle est en permanence remis à jour pour vous permettre de sensibiliser vos équipes sur les objectifs à atteindre et sur les consignes de sécurité à respecter. Les codes de référence des éléments, la localisation du lieu de stockage, les spécificités techniques, tout est stipulé. Désormais, la moindre difficulté est anticipée, le moindre matériel est référencé. Les cotes, juste nécessaires à la fabrication, sont pré-renseignées. Désormais, la productivité de votre chantier est optimisée, la logistique chantier est assurée. Votre grutier visualise dans sa cabine ses opérations, organisées en temps réel et selon les besoins de votre chantier. Un GPS l'aide à localiser les zones de stockage du matériel. Désormais, vos tâches quotidiennes sont simplifiées. Le traçage par laser vous permet d'obtenir une précision accrue. Aucune erreur humaine n'est possible dans la mise en place des éléments. C'est la sérénité retrouvée. Désormais, la maquette numérique contrôle et valide la bonne exécution de vos tâches quotidiennes. Chaque vérification, chaque photo, chaque fiche d'autocontrôle est ici stockée dans le référentiel. La maquette numérique est la véritable mémoire de votre chantier. Désormais, la maquette numérique vous fait gagner du temps. Fini le remplissage manuel de formulaires et les sources d'erreurs. Toutes les informations saisies et validées au cours de la journée sont traitées, analysées et mises à jour. D'un simple clic, vous accédez à votre plan d'avancement journalier. Désormais, le chef maîtrise est averti en temps réel du suivi de sa commande. La maquette numérique vous aide à contrôler vos livraisons. Le bon béton au bon poste de travail. Les intervenants sont immédiatement avertis de la disponibilité du béton. La maquette numérique vous accompagne toute la journée et vous aide le soir à préparer votre cycle de construction du lendemain. La maquette numérique ne dort jamais.
Désormais, la maquette numérique est votre partenaire privilégié pour bâtir une vie meilleure. Ça fait rêver un peu de voir tous ces outils numériques mis à la disposition de la filière. On croirait même à un moment Avenger avec Iron Man qui a le casque. Est-ce qu'on y est? On est vraiment dans cette optique-là? On est en plein dedans? C'est pas si futur que ça. Parce qu'en plus, le commentaire est au présent en plus de cela. Ce sont des images virtuelles, parce que ça n'existe pas comme ça, mais ça existe dans l'industrie. Vous avez aussi les contrôles de votre casque, les contrôles dans l'automobile ou les contrôles aéronautiques. Vous avez cette visière, et c'est l'œil qui est. Les pilotes d'avion, de chasse, ils contrôlent leur avion comme ça. Donc globalement, chaque brique que vous avez vue existe. Sur Batimate, on les a vus d'ailleurs. Elle existe. Ça existe aussi dans d'autres industries aéronautiques, mais ça n'existe pas dans le bâtiment parce qu'il faut plein de choses pour y arriver. Et il faut, c'est pas uniquement pour faire beau, il faut qu'il y ait un usage et il faut qu'il y ait un rapport. Et dans le film, on parle de productivité, de sécurité. Il y a un truc qui me plaît bien, moi, c'est le chef de chantier qui part plus tôt le matin et plus tôt le soir plutôt. Ouais. Parce qu'il a, donc c'est ces gens-là qui vont faire que le BIM va exister. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, un conducteur de travaux, il passe 60% de son temps devant l'ordinateur à remplir de l'Excel. Ouais. Si on pouvait automatiser ça, vous avez les bons de livraison, etc., les commandes, etc. C'est à travers les usages qu'on va pousser. C'est pas pour faire BIM et la productivité, puis le gain d'argent aussi. Hein. Donc ça existe, on peut le faire. C'est pas assemblé parce qu'il manque des usages. Et donc tout à l'heure j'étais positif et ça il faut quelques années. Hein. C'est une génération optimiste. Mais ça va arriver parce qu'il y a trop d'intérêt. Quoi. Oui, mais de toute façon, au bout d'un moment, quand les choses lâchent, ça va très vite. Voilà. On peut aller très vite. Parlez-nous, Christophe Delot, de ce logiciel Windeck qui a reçu le label. Oui, alors Windeck, c'est un logiciel qu'on a développé dans mon ancien boulot. J'ai pas parlé de mon passif, mais j'ai été pendant 5 ans directeur technique de la société Layer, qui est le leader européen de l'échafaudage. Et nous avions un pied bien présent dans tout ce qui est numérique et un pied très important dans le bâtiment en particulier. On a développé ce logiciel Windeck pour intégrer directement les échafaudages qui se construisent entre guillemets tout seuls autour du bâtiment et qui sont capables de sortir un modèle en modèle BIM pour les intégrer à une maquette BIM. Voilà. Voilà. Bon, c'est pour lequel vous avez eu un prix d'ailleurs récemment. Tout à fait, oui, tout à fait. Parlez-nous de ce prix. Alors c'était le Mat d'Or, tout à fait. Donc nous avons été récompensés pour le développement de ce logiciel et l'utilisation de ce logiciel qui est très utilisé dans le métier. Tout à fait. Oui, ça y est, il est très utilisé. Et pour répondre à votre première question par rapport à la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, effectivement, c'est un peu futuriste. Je crois que Christian a raison. Chacun des éléments existe déjà. Et que maintenant, il faut faire tourner la machine pour y arriver, en gardant en tête que la valeur ajoutée derrière de ce travail-là, il est assez énorme, pas seulement dans la construction neuve, mais aussi dans les restaurations de bâtiments aussi. Oui, alors c'est vrai, vous vouliez ajouter quelque chose, Julien? Et c'est là qu'est le problème, c'est on voyait tous les corps de métier du bâtiment là étaient reliés au BIM, à la maquette numérique. Oui. Et au doigt, enfin franchement, c'est l'élément qu'on voit est droitier en plus, ils sont tous droitiers. Ce qui est intéressant de dire, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que les cabinets d'architecture, par exemple, sont très bien équipés en BIM, pour la plupart d'entre eux, mais c'est sur le terrain qui manque encore. Les ouvriers, on ne peut pas leur parler de BIM. Les chefs de travaux, souvent, alors, il leur faut des formations. Ils n'ont pas le temps. 60% de leur temps, c'est sur Excel. Ils n'ont déjà pas le temps de ça. Donc le problème, c'est ça. C'est ça avance, mais pas partout pareil. Et quand tout le monde sera au diapason là-dessus, tout le monde pourra travailler en BIM, en maquette numérique et en travail collaboratif parce que c'est ça l'intérêt. Là, on parlait aussi de plus de sécurité avec le digital, moins de fraude, plus de prévention grâce au digital. Alors là, on l'a vu déjà pour les mesures de sécurité sur un chantier, le BIM peut être un élément assez intéressant. Il y a aussi la carte du BTP qui a été créée. Donc la carte, elle n'est pas numérique. Mais par contre, comme on le voit sur la photo, il y a un petit QR code qui permet maintenant de contrôler sur tous les chantiers
D'accord, oui, qui oui. travaille et Alors, le qui QR travaille code, dans les qu'on voit bonnes juste en conditions bas. et qui a raison de travailler d'ailleurs. Mhm. Et ça, c'est pour lutter donc contre la fraude au travail détaché, qui est un autre sujet d'ailleurs de l'écran qu'on a traité il y a quelques mois de cela. Et c'est intéressant aussi, ça, l'arrivée du numérique là-dessus, c'est que les chantiers maintenant peuvent être réglementaires. Les policiers sont équipés sur leur smartphone de logiciels pour, juste en passant leur téléphone au-dessus du QR code, voir si l'employé est dans la règle ou pas. Je ne sais pas si ça me fait pas peur, ça. Ce côté un peu où on est numérisé, fiché, un peu comme des, vous savez, les... C'est comme badger c'est le cas. Les puces en bas pour de les l'entreprise. animaux. Mais- C'est péjoratif ce que je dis, mais c'est vrai que vous avez raison, ça assure de la sécurité, mais ça fait un peu peur aussi. Mais plus dans votre téléphone, dans votre tablette. On sait que vous êtes là. Hein. Oui, oui. Ah bah oui, ça c'est clair qu'on est suivi. Non, on est suivi partout, donc là, c'est le suivi de traçabilité de la personne, mais on est suivi partout. Hein. Donc globalement, il faut accepter ça aussi. Traçabilité de la personne, voilà, c'est le terme que je n'avais pas du Traçabilité. tout envie d'entendre. Traçabilité, c'est ça. Le numérique permet ça, il permet aussi une vraie transparence dans le travail. Mhm. C'est-à-dire que maintenant, quand on aura une tâche à effectuer ou plusieurs tâches dans la journée, on validera chaque tâche au fur et à mesure, Mm. comme on l'a vu sur la vidéo. Et ça, pour les patrons et pour tout le monde, ça permet de bien suivre l'évolution du Ouais. chantier, mais aussi d'informer le client. C'est-à-dire que moi, si je suis client, qu'on construit un bâtiment pour moi en BIM, je peux savoir à chaque heure de la journée, en demandant à quelqu'un, où en est la construction de mon bâtiment. D'accord. Donc ça, c'est aussi un vrai plus. C'est un vrai plus, oui, c'est vrai. On pourrait- Je plaisante en disant ça, mais c'est vrai que ça apporte un réel confort pour tout le monde. On pourrait demander, mais aussi je peux accéder. Alors, globalement, effectivement, aujourd'hui, alors c'est le 4D, on parle du 3D, le 4D, effectivement, j'associe le temps et l'espace à ma maquette, et je sais à tout moment, mais je vais chercher l'information. Je n'ai même pas besoin de demander, je vais chercher On l'information. peut y aller tout seul. Et donc ça change beaucoup de choses. Hein. Non seulement il est tracé, mais il est surveillé. Non, c'est pas ça le sujet. C'est aussi anticiper les choses, anticiper les livraisons, anticiper les situations de coactivité qui pourraient poser des problèmes de sécurité. Donc on peut le voir du côté positif ou négatif, mais effectivement c'est plus intrusif, sûr. Et c'est plus transparent aussi. C'est aussi la transparence. sûr. Dans le bâtiment, on n'est pas habitué à la transparence. Hein. Vous savez, votre artisan qui dit si j'arrive, il n'est pas parti de chez lui, mais je suis là. Non, Il n'y a pas que dans le bâtiment que ça se passe. Voilà. comme ça. Mais globalement, la transparence, c'est pas simple. Est-ce qu'on accepte d'être transparent, de partager l'information? Donc il y a beaucoup, on ne parle pas beaucoup au niveau du numérique et digital, c'est le frein au changement. Oui. C'est quelque part, c'est de là-dedans que ça prend du temps, parce que c'est un changement de culture, d'approche. C'est pas la technique. La technique est liée, quoi. C'est plutôt le changement de l'homme. Comment vous le voyez, vous, de votre côté, chez Hook, sur les études que vous effectuez, sur ces changements et ces envies de changement? On le voit d'un point de vue logiciel où on travaille beaucoup. Jusqu'à présent, on a beaucoup travaillé avec AutoCAD et Tekla qui sont les leaders sur le marché. Et AutoCAD, qui est réalisé par Autodesk, eux-mêmes, ils sont dans la démarche de développer le BIM avec le logiciel qui s'appelle Revit. Et on a de plus en plus de demandes pour utiliser le Revit et non plus AutoCAD. Donc on sent bien qu'au fur et à mesure des mois, des années qui vont passer, ce logiciel Revit va prendre le pas sur AutoCAD. Ouais, notamment. Et au niveau de la fibre, pardon, vous vouliez ajouter quelque chose, Julien? Le problème avec le BIM, là, comme on en parle depuis tout à l'heure, c'est que ça met quand même beaucoup de temps à arriver. Oui. En 2017, on parlait que tout le monde devait être BIM. C'était un peu le mot d'ordre. Aux États-Unis, ça fait plus de 10 ans que ça existe, le BIM. Oui, mais c'est imposé. Oui, mais en 2017, on voulait l'imposer en Ouais. France en 2017. C'était parti comme ça. Les fédérations, tout le monde s'était mis d'accord là-dessus. C'était le discours au grand salon, etc. Oui. Là, la Sauf qu'on n'était réalité pas est prêt. tout autre. Oui, ça. Alors le problème aussi, c'est qu'en France, le BTP, il y a beaucoup de millénales. Il y a très peu de baby-boomers qui Oui. travaillent dans le BTP, on va dire, ou de génération X. Oui, c'est une question C'est un générationnelle secteur aussi. vieux, exactement. Et faire passer un petit artisan au BIM, bonne chance, parce que déjà qu'il n'a même pas forcément de téléphone portable directement. N'exagérons pas, Julien. On va pas exagérer, mais lui faire télécharger une application, une tablette, un ordinateur. Oui, ça devient complexe. Et c'est du temps pour lui. Oui. Et lui, il n'a pas le temps, puisque le temps, c'est de l'argent. Là, il va perdre de l'argent s'il fait ça. Il va perdre des chantiers. Donc, c'est compliqué à mettre en place, et c'est pour ça aussi que ça met beaucoup de temps. De quelle manière est-ce que la fibre, justement, accompagne les entreprises du béton vers cette digitalisation?
La fibre, donc, juste un petit retour, ce sont des fabricants, on fabrique des produits en béton dans des usines fixes. C'est tout ce qui n'est pas coulé sur place sur le chantier. Oui. Et vous en avez partout autour de vous. Et donc, pour l'instant, quand j'étais commercial dans ma vie, on avait un catalogue. Éventuellement, on posait sur la table, dans le coffre, on avait un échantillon du produit. C'était comme ça qu'on faisait la diffusion de nos produits. Aujourd'hui, c'est plus ça. Il faut que nos produits arrivent dans la maquette, bien informés. Et donc, nous, on a visé non pas sur le produit physique, sur l'objet physique, mais sur la donnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va arriver à faire une maquette, sauf qu'elle est aujourd'hui vide. C'est-à-dire que il n'y a pas la donnée. Il y a la géométrie, vous la voyez, c'est déjà bien, hein, mais il n'y a pas la donnée, c'est-à-dire le produit, ses performances, ses caractéristiques, ses fiches techniques, etc. Et donc, globalement, il manque ça au niveau du bâtiment qu'on retrouve dans la maquette. Et donc, l'axe majeur au niveau de la fibre, c'est de digitaliser notre catalogue, mais dans le sens qu'on va le retrouver dans la maquette. Donc, c'est la donnée. C'est une base de données des produits. Alors, pour la fibre, c'est générique, c'est-à-dire des produits de l'ensemble des industriels. Oui. Charge aux industriels ensuite de dupliquer cet élément-là dans leur propre marque. Et donc, on travaille d'arrache-pied de ce côté-là. On est au milieu du gué à peu près, parce que c'est très long à faire. Il reste après à l'utiliser, à faire des usages. Mais globalement, on travaille sur la donnée et la rendre accessible. Alors, est-ce qu'on pourrait, il y a peut-être certains qui sont un peu novices justement dans ces termes, parce que là on parle beaucoup de BIM, est-ce qu'on pourrait juste revenir sur cette différence à faire entre le digital, qui est le terme générique, et le BIM, pour essayer que chacun comprenne vraiment la différence entre les deux? Ou Christophe, est-ce que vous voulez le lancer? Ouais, non, mais il y a une nuance, il y a quand même une nuance à faire entre on m'a dit de ne pas toucher la bouteille, mais si vous voyez la bouteille, d'ailleurs elle est vide, il n'y a pas d'information. Vous n'avez pas ici l'étiquette avec le code de barre, etc. Donc on peut dire qu'on va faire ensemble, on se met d'accord pour faire cette bouteille. Donc on va travailler sur la maquette qui permet de faire cette bouteille-là, parce qu'aujourd'hui on faisait une vue dessus, une vue comme ceci et le coupe. Et sur un plan, c'est pas terrible. Donc là, on comprend mieux cet élément-là. Après, il faut ajouter de la maquette, de la donnée. Dans le film de Bouygues, vous voyez qu'il prend un QR code, il a la provenance du béton, où c'est qu'il le met, le grutier, où c'est qu'il met le stock. Donc la maquette reste identique, mais on manie la donnée. Et donc pour moi, la donnée, la maquette, ça va être du domaine du BIM, ça va être de l'information et du modeling ou de la maquette ou du management. Et puis vous avez la donnée, et l'exploitation de la donnée. Parce qu'ici, l'étiquette qui est arrachée ici, c'est comment je la stocke, ça vient d'où, est-ce que à la caisse, c'est vendu, c'est rentré de stock, sorti de stock. Donc c'est ça. Donc le digital, ça va être toute la donnée. La globalité. Et la globalité, comment je l'utilise. Et la maquette, alors c'est un résumé qui m'appartient, hein, mais je ferai la dissection. Et on est trop aujourd'hui, on parlait du BIM, on parle trop de la bouteille que je vois. C'est la donnée qui va aussi... Oui, c'est ça. C'est qu'on a très vite envie de dire BIM pour faciliter les choses, voilà. Alors qu'en fait, on va plus parler de digital. Est-ce que vous auriez fait le même résumé? Oui, je rejoins Christian, c'est assez vrai. Et par contre, le digital, en général, il est présent dans le bâtiment et dans d'autres secteurs depuis bien longtemps. On parle de plans en 2D, mais ça fait bien longtemps que tous les acteurs du bâtiment, ils font leurs plans en 3 dimensions et qu'ils ont des maquettes à l'écran. Donc, le numérique et le digital, il existe depuis longtemps. Le BIM en lui-même, c'est une partie, c'est vrai, du digital. Et c'est le prochain... c'est le chantier qui est en cours sur lequel il faut continuer à s'atteler, mais il n'y a pas que ça, effectivement. Est-ce que vous aviez d'autres éléments à nous montrer sur l'écran, Julien, aujourd'hui? Alors oui, on est allé à BIM World, donc réaliser un petit reportage avec BTP.tv. Et on a posé la question donc, à plusieurs industriels qui étaient présents sur place, sur ce qui avait évolué pour eux dans le BIM. Et donc on va regarder la petite interview et c'est très très intéressant. Nous, c'est la 3e année qu'on participe. La 3e année, il y avait encore des questions autour de qu'est-ce que le BIM, quoi. Voilà, et j'aimerais bien comprendre. Il y a moins de questions cette année quand même. Maintenant, on voit que les gens se sont renseignés, sont plus à même d'avoir au moins les bases, les définitions.
Voilà, donc là, on rentre dans d'autres discussions un peu plus évoluées, c'est-à-dire en l'occurrence, comment je peux faire descendre le BIM sur mon chantier, comment je peux utiliser ce BIM par exemple en phase de construction, qui reste quand même un peu sous-utilisé par rapport au BIM en phase de conception par exemple. On a gagné un gros dossier avec le cabinet d'architecture, One Nation à Paris. Et donc du coup, il a fallu à un moment donné se dire faut changer d'outil. 70 000 m² de surface pour le centre commercial. Pour nous, c'était pas envisageable de ne pas avoir un outil qui soit dédié intégralement à... on n'aurait pas réussi. Donc en fait, on a décidé de franchir le pas à ce moment-là. Donc là, on voit très bien justement les problèmes que rencontre le BIM actuellement. C'est que la première partie, donc ça fait 3 ans que BIMworld existe, enfin 3 ans que Finalka le faisait BIMworld, et les gens commencent seulement à poser des vraies questions sur le BIM, et puis c'est quoi le BIM, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il faut que je m'y mette? Moi je sais pas. Il aura fallu 3 ans. Il aura fallu 3 ans. Même plus avant. Et 3 ans, mais... Là, vous touchez seulement les early adopters, on va les appeler Exactement. comme ça, qui viennent au BIMworld et qui sont déjà un peu branchés. Exactement, mais ils sont les branchés digital, exactement. Ouais. Mais les personnes qui ne le sont pas, il y a encore de l'étape. Il y a encore, encore du boulot. Il y a encore un peu de boulot. Est-ce qu'on pourrait... Allez-y, je vous en prie, je vous... Mais l'automobile, par exemple, avec la crise automobile, Renault, Peugeot, l'Europe est venue voir les Japonais en 89. Ouais. Ça existait au Japon depuis plus longtemps, mais on ne les croyait pas. Et de 89, donc c'est à la fois très court, mais c'est une génération, 89, 2018. Vous voyez, donc on les voit, ils sont super aujourd'hui, l'aéronautique, etc. Mais ils ont mis une trentaine d'années à arriver à cette maturité-là. Donc on a la chance de partir en retard, parce que ça existe. Donc il fallait pomper, quoi. Il faut faire du benchmark sur le sujet, on n'a pas à réinventer, donc on pourrait aller plus vite, mais il faut une génération ou une demi-génération pour basculer complètement dans le numérique et le digital. Et l'autre souci aussi qu'a souligné la deuxième personne, qu'on se rend compte, c'est qu'en France, alors ça c'est pas nouveau, c'est dans tous les secteurs, on est plus impliqué à réaction qu'à action. Oui. Il a attendu d'avoir un gros bâtiment à construire, un gros marché, pour passer son bureau d'études en BIM. Oui. Et ça, c'est un souci qu'on a en France. Alors que peut-être il faudrait faire l'inverse. Alors, dans l'action. Par rapport à ça, je reviens sur le plan PTNB et le BIM 22, c'est de favoriser que la maîtrise d'ouvrage demande du BIM en amont. Parce que là, c'est-à-dire que globalement, je veux que vous passiez en BIM parce que j'y trouve un intérêt, moi, maîtrise d'ouvrage, de suivre votre chantier, de récupérer une maquette à la fin pour l'exploitation. Et donc, ce ne sera pas obligatoire, mais il y a une forte volonté pour que la maîtrise d'ouvrage publique, l'État ne le fait pas aujourd'hui, l'État devrait lancer des appels d'offres en demandant du BIM, en imposant du BIM pour ces chantiers. Ce n'est pas du BIM obligatoire pour tout le monde, mais au moins pour mes chantiers, je demande. Ça va venir du haut, là on a la conception, et puis ça va venir du bas, parce que le chef de chantier, il a intérêt à avoir une tablette, il ne le sait pas encore, il faut qu'il le touche du doigt. Bon, alors on va conclure cette émission en essayant de répondre à cette question, même si je pense que tout le monde a un peu compris. Est-ce que le BIM est indispensable? Oui, et très utile. Oui aussi. Également. Et le digital, est-ce que le digital est indispensable? Obligatoire. Et qu'est-ce qu'il manque aux entreprises pour passer ce cap de la dématérialisation? Une meilleure conscience du modèle où on va, parce que c'est encore un peu flou. Encore flou, encore abstrait. Et puis l'envie. Parce que le BIM, c'est un anglicisme déjà. Donc pour les petits artisans français, ça fait peur. Il faut traduire ça, il faut bien communiquer là-dessus aussi. Il faut les accompagner. Exactement. Et faire comprendre que c'est un gain de temps, un gain d'argent, et que ça peut simplifier aussi la vie, et aussi les règles de sécurité et plein d'autres choses. Enfin, le travail en collaboratif BIM, ça permet vraiment beaucoup de choses. Et ça, il faut que les petits artisans s'en rendent compte aussi. Il faut qu'ils comprennent de eux-mêmes ce qu'ils ont à y gagner. Voilà. Et ça, il y a encore du travail, de communication, effectivement, mais de manière pratique. Ouais. Christian Herreria, Christophe Delot, merci infiniment. Merci Julien. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet sur l'écran. À bientôt.